Vipassana numéro 2. Wow. Je suis arrivé là, fait la première journée, avec mon ego. Mon ego qui s'est présenté en bonne confiance. Appelons ça comme ça, en bonne confiance. Donc, aussitôt que je me suis installé, j'ai commencé à méditer. J'ai incorporé à la pratique demandée, à la technique encouragée de Vipassana mes propres informations, mes propres techniques, pardon. Donc, je me suis dit, je vais amalguer 2, 3 autres outils avec tout ça. Je vais transcender mon ego. J'avais un peu l'intention de... Je dirais pas de revenir d'une illuminée, mais je pensais que je recherchais en fait des sensations physiques. Lorsque je suis bien aligné, j'ai mon crown chakra qui vient vraiment excité, qui bouille. Lors de ma première expérience de Vipassana, j'ai ressenti comme un néon qu'on retrouvait à l'école. Donc environ 2 mètres, gros comme un 2$ plus, qui était sur ma tête, tout simplement, à la verticale, que je me promenais. Il me suivait et tout. J'ai beaucoup de difficulté à dormir à cause de ça. C'était une sensation qui était très, très forte. Donc, je me disais, toutes mes chakras vont s'ouvrir lors de mon expérience numéro 2. Je vais ressentir des choses, mon intuition va augmenter, ma clairvoyance, etc., etc. Bref, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Bonjour tout le monde, ici Francis Testi. Bienvenue au podcast L'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. Le podcast le plus authentique au monde, créé par Enfants de lumière. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre courage afin de venir ressentir ce qui se cache dans votre cœur. Votre expérience humaine s'en trouvera beaucoup plus vibrante et consciente. Merci également de créer un espace pour plus de compassion envers vous-même, votre enfant intérieur ainsi que votre prochain. Aujourd'hui, je raconte mon histoire, ma deuxième expérience à Vipassana. Vipassana est une retraite en silence de 10 jours avec plus de 10 heures de méditation par jour. Comment ai-je vécu cela? Avec plus ou moins d'aisance que la première fois. Espérant que ce podcast puisse t'inspirer à toi aussi expérimenter Vipassana très prochainement dans ta vie. Les Enfants de lumière est une communauté pour le bien-être de l'enfant intérieur, et ce autant pour les jeunes que pour les adultes. Cette communauté bienveillante s'adresse aux âmes qui désirent observer en toute vulnérabilité les blessures de leur enfant intérieur afin de prendre en pleine présence un chemin de guérison. L'espace sacré de notre communauté autour de votre enfant intérieur vous accompagne avec amour et douceur en vous partageant différents outils tels que des programmes en ligne, retraites, méditation, séances de breathwork, cercles de partage et bien d'autres. Nous vous invitons à visiter notre site internet enfantsdelumière.com avec un Z afin d'en savoir plus sur nos différents accompagnements disponibles. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de 2 mois pour adultes intitulé « Repeins l'espace sacré de ton enfant intérieur divin ». Cette dernière débutera fin janvier 2023. De plus, nous vous invitons à visiter nos médias sociaux et de rejoindre le groupe d'hommes pour des cercles de partage et des sessions de breathwork offertes gratuitement quelques fois par mois. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast où est-ce que je partage, je raconte en toute vulnérabilité mon expérience de mon deuxième Vipassana qui s'est déroulé début de l'année, début janvier 2023. Je m'attendais à un Vipassana qui allait être en contrôle, beaucoup plus facile que le premier. Il faut dire que mon premier Vipassana, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert physiquement. À tenir la posture, je n'avais pas été nécessairement guidé, éclairé afin de choisir peut-être les bons coussins pour pouvoir ajuster ma posture. Et puis, Vipassana, comme mentionné, c'est 10 jours. 10 jours où est-ce qu'on médite, 10 heures par jour. Ça vient nous challenger. Ça vient nous challenger physiquement, mentalement, spirituellement. Lors de mon premier Vipassana, c'était surtout
de la douleur physique qui m'a accaparé, qui ont vraiment testé mes limites du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment pu développer une belle persévérance, une belle détermination dans ma pratique. Bref, ça a énormément augmenté mon niveau de concentration. Vipassana numéro 2. Wow! Je suis arrivé là, en fait, la première journée, avec mon ego. Mon ego qui s'est présenté en bonne confiance. Appelons ça comme ça, en bonne confiance. Donc, aussitôt que je me suis installé, j'ai commencé à méditer. J'ai incorporé à la pratique demandée, à la technique encouragée de Vipassana mes propres informations, mes propres techniques, pardon. Donc, je me suis dit, je vais amalguer 2-3 autres outils avec tout ça. Je vais transcender mon ego. J'avais un peu l'intention de... Je dirais pas de revenir d'une illuminée, mais je pensais que je recherchais en fait des sensations physiques. Lorsque je suis bien aligné, j'ai mon crown chakra qui vient vraiment excité, qui bouille. Lors de ma première expérience de Vipassana, j'ai ressenti comme un néon qu'on retrouve à l'école. Donc environ 2 mètres, gros comme un 2$ plus, qui était sur ma tête, tout simplement, à la verticale, que je me promenais. Il me suivait et tout. J'ai beaucoup de difficulté à dormir à cause de ça. C'était une sensation qui était très, très forte. Donc, je me disais, toutes mes chakras vont s'ouvrir lors de mon expérience numéro 2. Je vais ressentir des choses, mon intuition va augmenter, ma clairvoyance, etc., etc. Bref, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Mon ego s'est mis de la partie, mon esprit, mon hamster dans ma tête a commencé à tourner, mais à une vitesse incroyable. Donc, je passe la première journée en mélangeant certaines techniques, comme je vous ai mentionné. La deuxième journée, à la fin de la première journée, en fait, je réussis à mettre ça de côté. En disant, bon, Francis, tu as choisi d'être là pour 10 jours. Pourquoi pas faire la technique Vipassana, t'en tenir qu'à ça, puis il arrivera ce qui arrivera. En fait, Vipassana, c'est un chemin qui est un chemin où est-ce que tu prends responsabilité de ta marche. C'est pas comme faire des psychédéliques, par exemple, où est-ce que tu as l'impression qu'il y a une certaine puissance, où en fait tu perds le contrôle, puis on te transporte ailleurs, où ça l'éclate de certaines parties de toi, certaines zones, où ça met en gros spot vraiment intensément pendant un certain temps, certains traumas que tu as. Vipassana, c'est il faut que tu marches ton chemin. Puis comment tu fais ça? C'est en méditant 10 heures par jour. Ton ego se manifeste, ton ego arrête pas de parler. Et puis, il faut que tu gardes ta concentration pour continuer à faire ton body scan sur ton corps. Donc, tu laisses parler ton ego sans être ni chaud ni froid ce dernier, mais vraiment focusant sur ton corps et sans être ni chaud ni froid, sans avoir de réaction, sans réagir aux sensations physiques qui se soulèvent, qui apparaissent dans ton corps. Vipassana est un processus parce qu'en fait, tu deviens un jardinier. Tu penses que tu as un beau jardin, et puis tu fais face à la musique, tu te rends compte à quel point que ton jardin est plein, déborde, est inondé de mauvaises herbes. Là, il faut que tu te mettes à genoux, il faut que tu les enlèves, une par une, une par une, une par une, la suivante, la suivante, la suivante. Tu penses qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, c'est vraiment d'aller déraciner les patterns, les sankaras qui appellent, les émotions qui se sont logées dans notre corps suite à certains événements et traumas qui se sont produits. Donc, la deuxième journée, je croyais que j'avais lâché prise, mais mon ego a continué vraiment jusqu'à la dernière minute de Vipassana, en fait.
À quoi qu'on pense lorsqu'on est à Vipassana? On pense à nos mauvaises herbes. Personnellement, en toute vulnérabilité, j'ai une nouvelle copine, puis ça fait 5 mois aujourd'hui. Ça fait 5 mois. Et puis, elle porte notre enfant depuis 5 mois moins une semaine. Les 2 premiers mois, c'était la lune de miel. Complètement. Et puis, les 2-3 mois qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'ajustements. En fait, ça n'aurait pas été du bébé, qu'elle ne savait pas si elle gardait ou pas. Finalement, elle a pris la décision d'honorer la vie qui était dans son ventre. Je crois pas qu'on a arrêté ensemble, pas parce qu'elle n'est pas merveilleuse, parce que je suis pas merveilleux. C'est que nos égos spirituels s'affrontaient constamment. Constamment. C'est pas la personne qui analysait l'autre personne le mieux, puis qui pointait le doigt aux blessures de l'autre personne, au lieu de juste s'observer et d'aimer. Donc je me présente à Vipassana. Ma blonde est contente que je parte pour 10 jours. Du moins, c'est ce qu'elle me fait croire. Bon, elle n'a pas dit bon débarras, mais va prendre soin de toi pendant 10 jours, ça va te faire du bien, tu as des choses à comprendre, etc. On venait de déménager, de passer 5 journées, 5-7 journées à peinturer dans la maison avant de déménager durant le temps des fêtes, imaginez-vous. Elle était numéro 1 malgré sa grossesse. Mais au moment que je suis parti, il était temps que je parte, puis on est parti un peu d'une façon froide. Donc là, ça rumine dans ma tête. J'arrive à Vipassana. J'ai beaucoup de colère. J'ai beaucoup d'amertume envers elle, envers la relation, envers des choses que peut-être que je lui partage pas. Que je suis pas assez vulnérable pour lui partager des choses qui méritent, parce qu'elle a quand même 2 enfants. Moi, j'arrive dans une famille, ils ont leurs habitudes, puis mes habitudes, ben, sont pas bienvenues. Dans le sens où est-ce que ils ont leurs habitudes, c'est comme ça qu'ils font dans la famille, puis c'est une personne contre 3 personnes. Le poids, il est faible. Le poids, il est très faible. Puis ma copine, dernièrement, à cause du bébé, elle a quand même eu des bonnes réflexions, des réflexions très creuses, parce qu'elle lui a transcendé énormément son ego. C'est une femme de 41 ans, la carrière allait très bien. Et puis là, elle revoit les couches, les responsabilités, d'avoir moins de temps pour sa carrière, réaliser ses rêves, s'épanouir professionnellement. Ça l'a mis à terre côté créativité. Et puis, ça l'a apporté beaucoup de pression financière au couple. Qui pendant ce temps-là, j'ai fait du mieux que je pouvais pour, dans les conditions où est-ce que moi aussi, je vivais plein de choses émotionnelles, que je n'étais pas disposé à aller travailler un 40 heures, etc., à supporter aussi bien que mal la famille pour le logis, la nourriture, etc. Donc, je développe énormément d'amertume au travers de tout ça. Je me présente à Vipassana comme mentionné. Mon ego, il fait juste partager. Pointer du doigt. Qu'est-ce que ma copine ne fait pas de bien? Comment qu'elle se comporte mal? Des fois, il y a des belles choses qui apparaissent. Mais cette expérience-là, de Vipassana, je vous dirais plus ou moins durant tout le temps que mon ego a parlé, parce que des fois, on est capable de se concentrer puis juste être focus sur notre corps. Mais lorsque mon ego parlait, ce qui était la très grande majorité du temps, à 50%, plus ou moins, c'était concernant ma relation avec Marie-Ève. Donc, toutes sortes d'émotions qui passent. Pourquoi je suis allé plus loin? Pourquoi je suis allé de l'avant avec cette relation-là? J'ai normalement été naïf. Oh non, le pattern. J'ai fait la même erreur qu'auparavant, dans une autre relation ou 2. Je me suis embarqué trop vite. J'aurais dû analyser la situation. Ouais, mais là, il y avait un enfant. Tu voulais respecter la vie. Ouais, mais je suis tanné de subir.
Je suis tanné d'être la victime au travers de tout ça. Donc, ça a été des moments très, 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 très difficiles. Où est-ce que je réfléchissais à comment laisser cette relation-là? Comment qu'on laisse une femme enceinte de son propre bébé alors qu'on est déjà amoureux de l'enfant, puis qu'on veut le bien physique, mental et aussi spirituel de la mère, de celle qui a le vaisseau pour son propre enfant? Est-ce qu'on reste coloc avec elle? Est-ce qu'on déménage dans quelque chose qui est plus un, mais qu'on continue à donner de l'argent pour que la mère puisse être dans une situation la plus optimale possible malgré tout, afin d'être bienveillant avec le bébé qui prend forme dans son ventre? Et puis ça, ces questionnements-là, à savoir est-ce qu'on continue avec la relation ou pas, c'est pas juste moi qui le partage, c'est elle. Ben, je veux dire, c'est elle aussi elle également, elle l'entretient. Puis là, il y a tous les patterns de l'enfance qui remontent à ce que j'ai eu des parents qui étaient beaucoup blessés, qui avaient énormément de partie d'eux qui étaient blessés, et puis ça n'a pas fait de bon ménage les uns les autres, il n'y avait pas beaucoup d'harmonie, de paix dans la famille. Moi, ma copine, on se tire pas des assiettes, là, on s'entend. Mais j'ai la peur. J'ai la peur de recréer ce quoi j'ai tant détesté lorsque j'étais jeune. Cette colère-là chez mes parents, cette animosité qui entretenait un envers l'autre. Puis je vois tout ça se dérouler. Puis mon ego, il veut fuir. Puis il m'encourage. Il a tellement travaillé fort durant ce séjour-là à essayer de trouver des moyens, des solutions pour quitter ma conjointe avec le plus de classe possible, malgré la situation actuelle. Puis j'irais même jusqu'à dire, je crois, personnellement, c'est la journée 3 et 7 que j'ai trouvé la plus difficile. Normalement, c'est la 2 et la 6. Peu importe. Et puis, fin de la journée numéro 7, j'ai un moment de paix intérieure. C'est lorsque je réalise qu'il faut que je quitte la relation. Wow! Je réalise à quel point que c'est misérable, à quel point que je me suis laissé manger à laine sur le dos, comme on dit en bon québécois, que c'est toxique pour X, Y raison. Mon ego m'a convaincu que c'est peut-être mieux comme ça aussi pour la croissance du bébé, puis quand il va être plus petit. Fait que je suis pas mal décidé à laisser ma copine à mon retour. Ça n'a pas été trop long, bien sûr, que le cœur est revenu à ses raisons. Puis j'ai repris le dessus. Ça a été très difficile, ça. Tout ça, sachant pas qu'est-ce qui se passe durant ces 10 journées-là à la maison. Là, on tombe dans les suppositions. 4 accords Toltec, ne pas faire de suppositions. Suppositions à savoir est-ce que ma copine pense à la même chose. Puis même si je prends la décision de continuer avec elle, est-ce qu'elle va m'attendre? Pas une brique fanale, mais est-ce qu'elle va m'attendre avec la nouvelle, Francis? Je crois que c'est mieux qu'on fasse chacun notre chemin. Pourquoi que je voudrais continuer si elle, peut-être qu'elle veut qu'on arrête ça. L'ego, encore une fois. Je crois que j'ai trouvé une certaine paix intérieure au 9e soir dans mon lit. Et puis le 10e jour au matin avant de quitter, que là j'ai eu une méditation qui était beaucoup plus en paix, en harmonie.
Mais ça a été un long et pénible combat. Puis j'en ai parlé avec quelques-uns des hommes qui étaient là, parce que les hommes et les femmes sont séparés. Une ségrégation pendant tout ce temps-là. Puis il y avait beaucoup d'autres hommes que c'était la même chose. Que leur relation avait monté. Que les non-dits. Que le manque de patience que leur copine n'avait pas eu. Bien sûr, etc. montait. Ils trouvaient leur vie misérable. Ils ne savaient pas encore qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais somme toute, Vipassana nous amène dans un chemin de purification de nos pensées qui nous fait prendre conscience, bien évidemment, tôt ou tard, que nous avons la tiers responsabilité dans notre vie pour notre création, notre co-création du moins. Notre relation, on a moins 50%. Mais qu'est-ce qui arrive, on le permet vibratoirement que ça se déroule. On peut aussi arrêter ça en arrêtant la relation. Mais on offre l'espace à la personne devant nous pour faire valoir son ego, pour faire valoir son caractère, sa vibration. Par notre posture, par la posture qu'on a, par notre vibration. Donc, on réalise que lorsqu'on pointe du doigt, il y a plusieurs doigts qui nous pointent en retour. J'espère pouvoir vous inspirer dans vos relations avec ce témoignage sur 50% de mes pensées à Vipassana, à communiquer. Communiquer les petites vérités même. Les petites vérités cachées. Que non, je ne dirais pas ça. Elle risque de mal le prendre. On va se sentir mal, etc. C'est sûr qu'il faut quelqu'un en avant de nous qui est prêt à écouter. Puis moi, ma copine n'était pas prête à écouter nécessairement les derniers mois parce qu'elle vivait beaucoup de choses pour elle. Elle est rentrée dans sa caverne. Puis avec du recul, c'est bien comprenable avec toutes les émotions qu'elle vivait. Elle ne pouvait pas nécessairement offrir l'espace pour supporter une autre personne, pour écouter une autre personne. Elle avait à marcher son propre chemin. Donc, qu'est-ce qui reste de l'autre 50%? De mon expérience. Il y a un bon 15% que ça a été mon ego ou des images, des vidéos qui ont apparu, des émotions concernant les blessures de mon enfant intérieur. Les blessures de mon enfance. En fait, je croyais que probablement 80% de toutes mes pensées allaient être dirigées vers ça. Mais l'expérience a bien fait les choses. Elle a enlevé les mauvaises herbes en surface, qui étaient des mauvaises herbes qui étaient plutôt nouvelles, avec ma relation, des mauvaises herbes de quelques semaines. Et puis, plus que d'espace qui se créait là, plus que je pouvais m'apercevoir des mauvaises herbes qui étaient plus creuses, les racines qui étaient plus profondes, pour pouvoir aller travailler, salir les mains. C'est comme ça qu'on peut dire ça avec Vipassana, parce que c'est vraiment une décision. Une décision de s'aimer, de créer de l'espace en observant ce qui est là. Donc, j'ai eu mon lot d'expérience lorsque j'étais jeune. Mon enfant intérieur a pris quelques débarques, énormément marqué. J'aurai l'occasion probablement de partager ça dans d'autres podcasts. Expérience que je prends en pleine responsabilité d'avoir choisi ce jeu de cartes-là en ayant naissance dans cette famille avec ces parents-là. Mais néanmoins, très marquante, en tout cas pour moi.
Et puis, ça a été beau. Ça a été des belles opportunités de visiter des choses que j'accordais peu d'attention. Que je croyais qu'il y avait d'autres blessures qui étaient plus importantes, plus graves. Puis en fait, j'ai pu aller déraciner beaucoup de subtilités. Des moments de colère ou de... Est-ce que j'en voulais à mes parents pour des choses que je n'avais jamais considérées telles. Je suis très reconnaissant pour ça. Donc ça, c'est environ 15%. La prochaine pointe de tarte, encore 15%. C'était les inquiétudes futures. Oh mon Dieu, tellement dans ma tête. Voilà, qu'est-ce qui va arriver financièrement? Comment que je me dirige professionnellement? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je suis rendu là? Est-ce que je devrais me réaligner comme ça? Vipassana, ça nous offre l'occasion. On n'a pas le choix. Ben, on a toujours le choix. Mais ça nous offre l'occasion sur un plateau doré d'être dans le moment présent. Parce que tout ce qu'on fait, c'est de se concentrer sur des sensations dans certaines parties de notre corps. On laisse aller notre respiration naturellement. Et puis, on highlight, on met toute notre concentration sur des parties de notre corps. Mais le hamster n'arrête pas pour autant. Le hamster n'arrête pas pour autant. Donc, ça m'a donné l'opportunité d'observer encore plus, de comprendre d'une façon plus profonde que j'ai besoin de revenir dans le moment présent. Puis fait cocasse, il y a deux parties de films qui ont refait surface, des parties de films lorsque j'étais jeune. Puis je me faisais beaucoup de soucis. Puis c'est la chanson Hakuna Matata du Roi Lion qui revenait. C'est comme si je m'étais programmé à quelque part enfoui dans mon subconscient que de ne pas me faire de soucis dans la vie. Le deuxième, c'était Kung Fu Panda avec la tortue qui perd la peau, que notre esprit des fois est trop concerné par le passé, le futur, mais qu'elle devrait être dans le présent. C'est pour ça que le présent, c'est un cadeau de la vie. Donc là, vous aurez compris que tout ce qu'on emmagasine dans notre tête, dans notre conscience depuis qu'on est jeune, prend racine physiquement dans notre corps. Tout. Nos discussions avec nos amis, nos parents, les figures d'autorité, l'industrie d'Hollywood, l'industrie du sport. J'étais un grand fan du Canadien lorsque j'étais jeune, puis j'ai pensé à quelques reprises à des moments où est-ce que je regardais le Canadien. Ça sort d'où, ça? Souvenir de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans. Très, très, très intéressant. Donc, les inquiétudes avec le futur. Vous, est-ce que vous avez tendance à être dans le moment présent, vivre dans le passé ou dans le futur? De quoi nourrissez-vous votre esprit? Sur quoi mettez-vous votre attention? Les distractions autour, distractions du futur, les souvenirs du passé, ou vous mettez tout votre regard, votre concentration et votre énergie sur le moment présent? Bonne question. Autre partie de la tarte, encore à 15%, les peurs. Depuis quelques mois, je suis dans un grand cercle karmique où est-ce que je visite toutes mes peurs de relations, mes peurs financières, les peurs avec des amitiés, les relations familiales, peur de la mort,
Pas nécessairement pour moi, mais de mes proches. Je rentrais à Vipassana, puis ma mère était à l'hôpital, elle allait se faire opérer. Ça a bien été, mais ma mère n'est pas nécessairement dans un bon état physique. Donc, j'étais un peu en suspens. Je savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Comment qu'elle allait être, si elle allait être encore là lorsque j'allais sortir de Vipassana. Mhm. Il y a des peurs bizarres qui ont refait surface. Des peurs avec des clowns, mais tu sais, des clowns noirs, là, des clowns de films d'horreur. Puis là, il était en gang, puis il riait de moi. Puis là, ces clowns-là violaient sexuellement les êtres que j'aime. Que ça soit ma blonde, enceinte, notre futur bébé, les enfants de ma conjointe, neveu, nièce, ma mère, etc. D'où est-ce que ça sort? J'en ai aucune idée. Mais c'était une énergie que je portais en moi. Je suis bien content d'avoir déraciné, enlevé durant cette aventure. Quelles sont vos peurs? Peut-être que vous n'êtes même pas conscient comme moi de certaines de vos peurs, mais chose certaine, c'est des énergies négatives qu'on traîne. C'est des bagages. Que ce soit peur. Il y a un crocodile, un serpent qui est apparu, mais ça c'était mineur. Que ce soit de la mort, de certaines maladies. On ne peut pas être illuminé lorsqu'on a les énergies, certaines énergies de peur à l'intérieur de nous. C'est impossible. Les Égyptiens avaient plusieurs processus dans leur cheminement d'élimination pour où est-ce que les initiés avaient affronté leur peur, dont nager dans une espèce de labyrinthe sous l'eau, où est-ce qu'il y avait des crocodiles, puis ils devaient sortir par l'autre bout du tunnel. Puis en fait, les crocodiles, qu'est-ce qu'ils disaient pas, c'est que les crocodiles étaient nourris. Vraiment, vraiment beaucoup nourris avant qu'ils devaient plonger dans l'eau. Donc, il n'y avait aucune chance que les crocodiles les attaquent, mais ça faisait certainement partie du processus d'élimination qu'il y avait à faire. C'est beau, c'est puissant, une personne qui est fearless, qui n'a pas peur. Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos peurs? Le dernier 15%, dernière pointe de tarte, c'était concernant le sujet de la perversion, la sexualité. 15% de mes pensées alors que j'ai une copine qui est enceinte sont dirigées vers d'autres femmes. Certaines d'entre elles, c'est des connaissances, d'autres, c'est des amis, d'autres certaines que j'ai absolument aucune conscience que j'ai des attirances physiques. C'est des perversions qui étaient très douces, très délicates, très, je peux pas dire honorables, peu importe, très aimables, très conscientes avec ces femmes. Mais ça reste néanmoins que c'est des pensées, des impuretés, à mon avis, pour mon expérience présentement dans la vie, parce que ma copine et moi, on a décidé de vivre une relation qui était monogame, vraiment pureté, un pour l'autre, de plonger là-dedans, de pas fuir avec notre partenaire de temps à autre, mais vraiment de se mettre
c'est garder les mains vraiment dans la terre, puis de les salir si nécessaire afin de faire le travail pour continuer cette relation-là. Sur tous les aspects. Amitié, amoureuse, intime, bien sûr. Donc pour moi, c'est des images d'impureté, des pensées d'impureté. Et puis là, c'est plus ou moins 15%, mais lors de ma première expérience de Vipassana, ça a monté à environ 75%, je vous dirais. Je fais Vipassana il y a 5-6 ans. Puis à ce moment-là, c'était un bon 75%. 75-80%. Mon Dieu, que je me trouvais pervers. Je me trouvais dérangé. Comment qu'on fait pour en arriver à ce point-là que 75% de toutes nos pensées qui remontent sont dirigées vers des actions sexuelles? C'est des pensées qui sont néanmoins saines, qui sont toujours consentantes et tout, mais comment? L'éducation, l'industrie pornographique peut-être, les industries, toutes les publicités marketing, toute la surexcitation, plusieurs raisons. Puis pour avoir parlé à quelques hommes après ce Vipassana 2, il y avait d'autres hommes qui sont en relation. Puis c'est ça que j'ai entendu, du 70 à 85% pour ceux que c'est la première expérience, que leur attention est dirigée vers la sexualité. Pas vers créer une business, créer un meilleur monde, vers des désirs qu'on peut appeler égocentriques pour satisfaire notre ego en tant qu'homme. Même si tout est fait dans le respect. Ça, c'est une des choses que j'ai un peu davantage approfondi avec Vipassana, à quel point qu'on est des êtres égocentriques. Même si on est au service des autres, souvent on va attendre quelque chose en retour. Quand on donne de l'argent, on attend quelque chose en retour, souvent. On va le mentionner lorsqu'on fait un don en ligne. Ça vient de Francis d'Esti. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un don, que vous avez coché la case pour que votre don soit anonyme. Même si c'est pour encourager un projet de vos amis, d'un ou d'une amie. Donc, je suis bien content de l'amélioration de 75-80% à 15%. Mais j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore du chemin à faire, comme tous les hommes qui étaient là. C'est vraiment impressionnant, déconcertant de voir à quel point que c'est un défi pour tous les hommes. Wow. Donc, ça finit la section des points de tarte. Le jour 8 également, je me souviens, le matin, je pogne des énormes nausées, mal de cœur, tête qui tourne, mal de tête, pendant 2 heures. Puis je me rends compte, quelques heures plus tard, que ça arrive en fait parce que je n'ai pas quitté Vipassana. Je vois la fin arriver, je ne veux pas quitter Vipassana, je ne veux pas revenir à la maison, je ne veux pas avoir à mettre ce chapeau-là de responsabilité d'homme pourvoyeur, que pour moi c'était cool ma vie autrefois lorsque j'avais un projet de voyage, petit train va loin, très égocentrique, je suis heureux. Donc ça me tente pas de revenir, ça me tente pas d'avoir peut-être communiqué avec ma conjointe, que j'ai aucune idée, je fais des suppositions, peut-être qu'elle va me laisser. Ça me tente pas de faire face à la musique. Puis malgré les
la dernière nuit, puis la dernière méditation le matin avant de partir, qui était très harmonieuse. De plus en plus, lorsque je m'approchais de chez nous, j'avais le désir de prendre la fuite. J'avais le désir de prendre la fuite. Notre ego est tellement fort. Puis lorsqu'il est déstabilisé, il va sortir les dernières cartes il va tout miser. Il va y aller all-in pour avoir gain de cause. Donc là, je retourne chez nous, j'arrive chez nous. Ma copine est là. Souriante, joyeuse. Bon, ça lui a fait du bien que je sois pas là pendant 10 jours. Puis on s'est assis, on a jasé, on a parlé. Puis elle aussi, elle a trouvé ça tough que je parte. Puis elle aussi, elle a eu quelques pensées un peu plus noires, je peux dire, par rapport au couple. Donc, sa belle écoute était très émotive lorsque je lui partageais le tout. Je lui ai tout raconté. Et autant passé par les blessures de mon enfance, aux peurs, aux soucis du futur, qu'aux désirs sexuels que j'avais envers certaines amies. Puis elle a accueilli tout ça. Elle a accueilli tout ça. Puis depuis ce temps-là, ça fait presque une semaine, notre relation n'a jamais été mieux que ça. C'était même mieux qu'avant notre lune de miel au début lorsqu'on s'est rencontrés. On a vraiment pu faire beaucoup de chemin. Le cheminement, chacun de notre côté, puis de revenir. Puis c'est ce que je vous encourage. Je vous encourage à faire Vipassana. Peu importe les responsabilités que vous avez, trouvez un moment. Prenez congé au travail la prochaine année ou dans 2 ans. Le plus tôt sera le mieux. Vous avez des enfants, faites-les garder. Vous allez revenir avec tellement de meilleures énergies. Votre famille va aller beaucoup mieux. Après que vous soyez choisi, après que vous soyez accordé tout ce temps pour transcender toutes ces pensées, toutes ces patterns, toutes ces sankaras. Je vous encourage à vous choisir. Là, vous l'aurez deviné. Ma copine, la porte est grande ouverte pour que j'y retourne. Tu devrais y aller une autre fois, faire ta 3e fois avant que le bébé arrive. Puis, même quand le bébé va être là, je t'encourage à y aller, Francis. Ça fait du bien des fois. Vipassana, c'est ça, c'est une retraite à 10 jours en silence. Où est-ce qu'on se retire de la société, la nourriture nous est servie, on n'a pas à se soucier de quoi que ce soit, point de vue matériel. On a juste à faire le travail sur nous. C'est ce que je vous encourage à faire. Puis je vous invite également à regarder les réseaux sociaux. Je vais partager 10 astuces pour passer un Vipassana avec plus de succès, plus de concentration, plus de confiance, plus de douceur également. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ma transparence, ma vulnérabilité a pu aller toucher des parties de votre être. J'espère que mon témoignage a pu vous encourager à considérer d'aller faire un séjour à Vipassana. Un séjour qui va complètement changer votre vie pour le mieux.
Si ce podcast vous a touché, je vous encourage à le partager. Des membres de votre famille, peut-être des amis, des collègues de travail. Je vous dis à bientôt les belles âmes.